Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis auteur et illustrateur, ça m'arrive de faire des textes, ça m'arrive de faire des dessins, ça m'arrive de faire les deux. Et j'aime bien la jeunesse, j'ai commencé par la jeunesse et j'aime bien aussi la BD, où j'ai fait récemment une bande dessinée sur le territoire zéro chômeur. Et bonjour Mathieu Siam. Et bonjour. Et effectivement, cette BD, elle s'appelle L'Effet Papillon. Elle est sortie il y a quelques semaines maintenant, en avril dernier, aux éditions des Ronds dans l'eau, avec ce sous-titre « Carnet en territoire zéro chômeur longue durée ». On en parlera. On te doit aussi notamment Les frontières du douanier Rousseau ou Maud Lewis tout en couleur. Mais pour commencer, peut-être d'abord nous expliquer en quelques mots, parce qu'évidemment c'est bien expliqué dans la BD, mais pour les gens qui découvraient le podcast, ce qu'est un territoire zéro chômeur longue durée. Alors c'est une expérimentation où on considère que des gens qui sont privés de l'emploi durablement, donc en général c'est au-delà de 5 ans, ont un coût à la société qui est d'environ 18 000 euros. On a inclus là-dedans des prestations sociales telles que le RSA, le logement, les déplacements, les frais de santé, etc. Or, quelqu'un qui travaille au SMIG coûte environ 22 000 euros. Enfin, coûte, c'est en tout cas son salaire. Donc il y a un delta de 4 000. Et ce delta de 4 000, l'expérimentation se dit peut-être que ça pourrait être comblé par une création de biens ou de services. Ils ont tenté l'expérimentation en 2016, donc c'était à Mauléon dans les Deux-Sèvres. Et à partir de là, il y a eu évidemment des hauts et des bas, mais aujourd'hui on est sur quelque chose qui est stabilisé avec des observatoires. Donc l'expérimentation territoire zéro chômeur, c'est ça, c'est redonner de la dignité, du travail à des personnes. Oui, c'est ça, c'est bien plus qu'un travail, on va en parler. Peut-être juste avant de nous dire comment t'es arrivé sur ce projet, pourquoi t'as eu envie de raconter ces territoires zéro chômeur longue durée. C'est parce qu'il y en avait un qui s'est monté juste à côté de chez moi. Alors il se trouve que moi j'ai fait des études de mathématiques appliquées aux sciences sociales, bon voilà. Et là-dedans on m'a appris ce que c'était que la microéconomie, la macroéconomie et puis l'économie solidaire. Donc c'était des thématiques qui m'intéressaient et l'opportunité de voir devant moi se créer un truc, un hybride en fait économique m'intéressait. Bon, au départ, c'était ça ma conviction première. Et puis finalement, au fur et à mesure de l'écriture et de ce que j'allais rencontrer, je me suis aperçu qu'il y avait bien d'autres choses qui étaient beaucoup plus sous-jacentes, que j'avais pas encore bien fait remonter, mais il a fallu cette expérience-là pour faire remonter tout ça. Ouais. Cette entreprise, c'est Papiol ? Exactement, Papiol qui est à Poitiers. Ouais. Alors, tu y as passé 1 an, je crois, quasiment. Oui, c'est ça. Il a fallu le borner un petit peu, donc je me suis dit qu'1 an, c'était bien. Et puis finalement, au bout d'1 an aussi, les activités commençaient à être bien mises en place. Il y avait moins l'euphorie du départ. Donc je voyais à chaque fois que j'y allais un peu plus, il y avait moins de choses à raconter, moins de choses à voir. Ça s'installait. Donc voilà, au bout d'1 an, j'ai considéré que c'était bon. Tu disais que ça t'amenait un peu plus loin parce qu'on découvre à la lecture du livre que c'est un sujet qui t'est cher. Tu as une tante et un cousin qui se sont suicidés. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de la perte de leur emploi, mais en tout cas, on sent que ça fait partie des raisons qui les ont amenés vers le suicide. Donc T'es encore mieux placé qu'un autre, j'allais dire, pour comprendre en quoi avoir un emploi, c'est pas juste avoir un revenu finalement. Oui, exactement. C'est-à-dire que on peut dire qu'il y a des gens qui ont, en tout cas c'était le cas de ma tante, des capacités intellectuelles, des capacités physiques, mais pour autant, elles n'ont pas trouvé leur place dans la société. Hein, c'est de ça dont on parle. Et souvent, quand elles travaillaient, ça finissait par des problèmes conflictuels. Dans le territoire zéro chômeur, l'avantage c'est que les gens viennent comme ils sont. Et ils sont même accompagnés. Le but de l'entreprise zéro chômeur, c'est que le lendemain, ils reviennent, ces gens. Voilà, alors, il y a le deal, oui, il y a une économie à gérer, oui, il y a de l'argent à rapporter, mais l'intérêt, c'est quand même qu'ils reviennent le lendemain. Pourquoi ? Parce qu'un chômeur, c'est aussi un papa, une maman, qui lui-même a des enfants, qui verront un modèle différent si leurs parents travaillent ou non. Et c'est ça l'idée, c'est d'aller au-delà, et puis le bien-être, la psychologie, enfin, tout est lié. Alors, au départ, mon intention première n'était pas de parler de ma tante et de mon cousin du tout. Hein. Il se trouve que quand je suis arrivé au territoire sur le chômeur, j'avais trois thématiques. La première, c'était de témoigner de ce que je voyais, le travail, le quotidien de ces gens, et aussi témoigner des parcours de vie. Parce que finalement, on s'aperçoit que les parcours de vie sont riches, ils sont divers, mais ils sont tous reliés par les accidents de la vie.
Ça, c'est un point commun. Certains sont très diplômés, certains ne le sont pas du tout, mais ils ont tous connu des choses qui étaient difficiles. Le deuxième, c'était d'expliquer ce territoire zéro chômeur dans les simples mots, de la façon dont on vient de le faire, mais c'est bien plus que ça, on l'imagine, c'est bien plus complexe, il y a des mécaniques économiques et sociales qui sont bien mis en avant. Et là, je me suis fait aider par des universitaires, par des gens qui sont le métier de la ressource du territoire zéro chômeur, qui m'ont expliqué tout ça. Donc ça, c'était une vraie chance. Et enfin, incarner le récit. Dans l'incarnation du récit, c'est donc de parler de ma famille et surtout d'un ami, parce qu'il se trouve qu'au moment où j'ai commencé ce carnet, je ne le savais pas, mais je retrouve un copain qui est de Jarnac, endroit où on fait actuellement l'interview, et qui était avec moi au collège d'ici. Et cette personne-là, on s'était un peu quitté de vue, mais depuis peu de temps en fait. Il en avait pris des chemins un peu différents, il a connu des coups de la vie, et quand on se voit là, ça fait sens. Je comprends que ce que je viens chercher, c'est autre chose. Et je comprends aussi qu'on ne peut pas ne pas parler de ceux qui sont partis. Il y a l'idée quand même d'être un peu, pas des survivants, mais dans cette machine sociétale qui broie tout. Je ne sais pas si c'est la norme, je ne connais pas tous les groupes d'amis, je ne connais pas tous les passés des gens. Mais moi, je m'aperçois que dans le petit groupe de rock qu'on était, il y en a 50% qui a disparu. Donc c'est énorme. Et c'était de ça dont je voulais parler. Et il y a aussi l'effet de mettre un petit pas de côté, c'est-à-dire que dans ces territoires zéro chômeur, il y a des sujets tabous. L'alcoolisme est un sujet tabou. On n'a pas, les gens qui arrivent au travail, ils sont censés ne pas avoir bu. Là, il y a aussi la folie, pas la folie, mais disons les maladies mentales. Et ça, on ne pouvait pas, je ne pouvais pas parler de ça en fait en présence de gens qui sont en train de se relever. Si vous voyez, les gens qui tombent, on peut dire tiens, ils tombent pour ça. Les gens qui se relèvent, on va pas dire ah bah oui, mais en fait toi t'es alcoolique. Alors que bon, ça se sent quand on rentre dans la pièce, mais on peut pas le dire. Et de parler en fait de mon cousin, de ma tante, de Slimane, mon copain, ça permettait de marquer cette fragilité sans stigmatiser les employés qui étaient devant moi. Ce qui est assez touchant, notamment au début du livre, c'est quand ils arrivent pour leur première prise de poste, ils sont tous, il y en a une, je crois que c'est une femme qui dit à quel point elle est émue de retrouver un emploi. C'est pour ça que je dis c'est pas juste un emploi. Il y en a une autre qui dit 1380 €, j'ai jamais gagné autant. Ouais, c'est Patricia. Oui. Patricia. Donc c'est des parcours effectivement qui sont en dents de scie. Là, c'est bien sûr l'argent. Vous voyez, c'est ce qui était étonnant, c'est que ces gens-là, ça faisait 3 ans qu'ils se battaient pour avoir l'existence du territoire zéro chômeur, pour avoir une entreprise. 3 ans de bataille, de remplir des dossiers avec les maisons de quartier et tout ça. Et au moment où ils signent le CDI, c'est ce jour-là qu'elle perçoit combien elle va gagner. Autant vous dire que l'argent n'est pas au centre du problème. Mais c'est évidemment une dimension, parce que derrière, ils le disent tous, je vais pouvoir payer mon appartement, je vais pouvoir peut-être avoir une voiture ou même passer le permis, parce que la mobilité est un sujet aussi dans ces trucs-là. Et il y a l'autre question qui est de dire aussi, ça revient assez souvent, c'est de dire maintenant je vais pouvoir dire répondre à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ça c'était une phrase qu'ils l'ont quasiment tous dit quoi. Et on est loin quand on lit ce genre de livre, mais de espèce de discours ambiant de ces chômeurs qui veulent pas travailler. On comprend que c'est beaucoup plus compliqué que ça évidemment quoi. Bien sûr. D'ailleurs c'est ce qu'on m'a expliqué aussi quand j'ai été voir des personnes ressources, c'est que par exemple le chômage, il y en a beaucoup qui ne le touchent pas. Soit par incapacité à faire les papiers et honte de le demander, soit par fierté de dire non mais je retrouverai demain. Donc en fait quand on parle d'assistanat, on est quand même assez loin de la chose. C'est quand même on sent bien que c'est important, cette fierté, cet engouement qu'ils ont. Comment tu as réussi à gagner leur confiance, j'allais dire, parce que déjà c'est pas facile forcément en plus quand on a des parcours de vie un peu compliqués de les raconter, de les voir ensuite raconter dans un livre et donc fixés sur du papier, de se voir représenter, c'est des gens qui n'ont pas forcément des images d'eux-mêmes très positives, donc de se voir représenter en dessin. Par quelles étapes tu as dû passer ? D'abord essayer d'être le plus transparent possible. Voilà, donc je suis avec mon petit carnet, je suis au fond de la salle et puis je dessine. J'ai quand même des regards un peu un peu de méfiance quand même, on va dire sur les 15 premiers jours. Mais la particularité, c'est qu'il y a Fabien. En même temps, on met un peu à ce moment-là notre relation un peu à distance dans la salle. On se parle après, on se parle avant, mais dans ce qui se passe, on joue pas trop là-dessus. Les employés ne le savaient pas en fait qu'on se connaissait. Je sais pas, ça s'est même pas calculé en fait, on se l'est pas dit. Et puis progressivement, les témoignages sont venus surtout entre deux portes, c'est-à-dire que des personnes qui sont venues pour me raconter un petit peu ce qu'ils vivaient, ce qu'ils ont vécu surtout.
Et puis, au bout de 6 mois, quand même, d'avoir rempli mon petit carnet de notes, je me suis dit, qui a envie et qui n'a pas envie. Voilà, parce qu'il y avait cette question de la confidentialité, du consentement. Et là, dans les employés, il y en a à peu près la moitié qui a souhaité témoigner. Et dans cette moitié-là, il y en avait qui avaient aussi des redondances de témoignages. Alors, inutile de dire 2 fois qu'une personne a vécu le même projet, c'est pas la même chose. S'ils font 2 fois le même métier, c'est pas la même chose. Donc, voilà, j'ai essayé de synthétiser, moi, de mon côté. Je leur ai parlé aussi de ces contraintes-là, les contraintes narratives. Donc voilà, alors après le livre sort, une fois que c'est fait, le livre sort, et là il y a une réception. Alors j'avais fait relire en fait à chaque personne leur témoignage. La plupart du temps, ça passait tout seul, alors que je pensais que ça allait être dur. Notamment, je pense à Jocelyn. Jocelyn, c'est un grand là, il fait 2 mètres et tout. Et ce garçon, la première fois qu'il parlait, il n'arrivait pas à trouver ses mots. Et il trouvait pas ses mots parce qu'en fait, il ne parlait plus. Ça faisait 5 ans qu'il était isolé, qu'il décidait quasiment plus avec personne. Donc, quand je lui dis ce témoignage-là, tu te souviens, tu m'as dit que tu parlais plus et tout. Il me dit, ouais, c'est vrai, là, il n'y a pas de problème, tu peux mettre. Et je dis, bon, d'accord. Et puis, il y a eu des personnes dont c'était plus délicat, on va dire. Alors, je peux pas la citer parce que du coup, on a fait des corrections, mais il y a quelqu'un, on va dire, admettons qu'elle m'a dit qu'elle a connu la rue. Donc je lui dis, elle me dit ah oui c'est vrai tout ça, et puis elle m'a envoyé un texto vers 23h30 en me disant oui mais moi le livre va être lu par mes enfants, va être lu par et je veux pas, c'est trop dur à entendre, etc. Alors on a échangé jusqu'à tard dans la nuit pour édulcorer. En même temps j'ai essayé de lui dire oui mais tu sais ton témoignage c'est aussi dire à des gens qui ont connu la rue qui peuvent s'en sortir, donc on peut pas non plus, enfin c'est comme tu veux hein, mais voilà, tu as quelque chose à dire et c'est important. Donc on a commencé à tourner, alors c'est la phrase, bon là c'est pas le cas, mais on a dit genre je savais pas toujours où loger, ou voilà, on a essayé de édulcorer, mais arrive là à ce moment-là la responsabilité de l'auteur. C'est-à-dire que si elle dit ça et que je la mets en situation graphiquement où elle est avec un gros sac à dos, accoudée à un centre social ou avachie sur un trottoir, je le raconte. Donc on s'est mis d'accord sur un texte, mais je la trompe, je la trahis. Et il y avait cette idée-là, quoi. Il y avait cette idée de faire très attention entre la force du dessin, le poids du dessin et l'écrit. Et il y avait vraiment l'envie que ces personnes-là aient envie de se lire et soient fiers de ça. Et au lancement du livre, il y a la fameuse Patricia, dont tu parlais tout à l'heure, avec les 1380 €. Donc autant vous dire que déjà un livre, bon, voilà. Cette dedans, elle était tout émue. Et c'était formidable d'aller. Elle était envahie d'émotions jusqu'aux larmes, quoi. Et ça, c'était beau. Hein. C'est vrai que on sait pas. Enfin, si, on essaie d'avoir un lecteur cible. Mais là, clairement, c'était elle là pour le coup. Et puis c'est aussi la force de la bande dessinée, oui. d'être là sans être là, de représenter tout en pouvant édulcorer. On n'est pas dans la caméra qui capte. C'est l'écriture narrative, suggérée. Alors si on élargit un peu ton parcours, maintenant on revient sur ce que tu avais fait avant, je crois que c'était il y a un peu plus d'1 an, le livre sur Maud Lewis. Oui, c'est ça. Alors quand j'ai écrit le scénario de Maud Lewis, j'étais déjà dans le territoire en fait. Parce que j'ai fait le territoire pendant 1 an d'immersion et après j'ai fait 1 an d'écriture. Voilà, ça fait 2 ans en fait, mais j'écrivais Maud Lewis, mais faire du scénario, c'est quand même moins engageant que le dessin. Le dessin, c'est beaucoup de temps, quoi. Mais j'ai travaillé Maud Lewis, avec Emeline Grelot. Voilà, j'étais très content de faire ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie? C'est une chanteuse folklorique canadienne absolument incroyable, au parcours d'ailleurs incroyable. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter cette histoire-là? Eh bien, c'est Emeline justement qui m'a fait la suggestion de ce personnage. Alors, Emeline avait lu le Douanier Rousseau et du coup, elle avait envie d'un Rousseau 2, enfin quelque chose de cet ordre-là. Mais moi, j'avais pas très envie. En fait, j'avais traité le handicap en descendant le fleuve et j'avais traité de la peinture avec le Douanier Rousseau. Et revenir sur ce sujet-là, il fallait forcément que je le fasse de façon différente. Et j'avais envie de dire que Maud Lewis n'est pas que justement qu'une personne handicapée. Enfin, j'ai mis son handicap comme si elle avait des chaussures rouges et un pull vert. C'était au même niveau. C'est présent, on le cache pas, on le nie pas, mais c'est pas ça qui fait toute la. Il y a la relation avec son amoureux, il y a la relation avec cette dame qui devient un peu bourgeoise, new-yorkaise. Donc voilà, il y avait. Bon, c'était c'était assez difficile comme écriture parce que jusqu'à présent, mes livres que j'avais écrits, j'avais une espèce d'écriture. Alors, bon, si vous voulez, c'est l'écriture. Si vous faites du polar,
bah, vous avez envie de faire un peu peur, machin. Si vous faites de l'humour, bah, faut faire rire. Moi, mon écriture, elle est plutôt d'essayer de monter, de faire des catharsis, de faire un peu sourire, de l'émotion, etc. Faire des grandes vagues comme ça de l'un à l'autre pour arriver à une émotion finale. Voilà, mon travail, il est comme ça. Il est fait d'oscillation et je veux apporter une émotion à la fin. Ça marche ou ça marche pas. Hein. J'ai pas la prétention de marcher toujours, bien au contraire. Mais enfin, c'est comme ça que j'écris en tout cas. C'est en ayant ce but final. Et là, c'était impossible en fait de tenir ce truc-là. Donc j'ai fait des planches à chute. C'est-à-dire qu'on parle, tac, 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 et puis il y a une petite gag à chaque fois, et les gags se relaient. Sauf que, entre le moment où on a ah ouais, ça c'est marrant, et puis le moment où on l'écrit sur le papier, ça s'évapore. Et je savais plus comment mon livre était. Ça a été très troublant d'écrire Maud Lewitt parce que c'est un livre que je n'arrive et toujours plus à juger en fait. Et alors, c'est un livre très coloré. On n'en a pas parlé, mais contrairement à l'effet papillon, comment tu traites ces deux approches? Est-ce que ça on a beaucoup échangé avec Emeline sur la couleur de. Alors Emeline a fait des propositions et puis après on avait un problème avec le vert. On s'est dit bon, le vert ça marche pas et bon on est parti sur ce duo bleu-orange qui finalement convient assez bien. Donc Emeline est partie sur ces trucs-là. Et puis moi je trouvais qu'il y avait un peu des aplats un peu trop informatisés. Donc j'ai rajouté derrière des touches de carbone pour donner cette espèce de grain. Et voilà, donc on a fait ce jeu. Emeline travaillait sur les couleurs, enfin disons la grammaire qu'on s'était donnée. Je mettais les couleurs avec la mise en page. Enfin voilà, on a fait ce jeu de ping-pong. Autre livre très coloré, si je dois faire une transition, c'est évidemment Le Douanier Rousseau. Oui. Alors là aussi, comment, à un moment, tu décides de t'intéresser à ce sujet-là, parce qu'on a tous l'impression de connaître Le Douanier Rousseau, et en fait, non. Ou pas autant que toi, en tout cas. Ah ouais, Le Douanier Rousseau. Bah, alors, il faut savoir déjà que moi, je travaille dans l'informatique à mi-temps, et je fais aussi informaticien, et donc je travaille pour les douanes. Et donc, un peintre qui était douanier, moi ça m'a parlé parce qu'il était réellement douanier, enfin il travaillait à l'octroi mais on pourrait considérer que c'est assimilé. Ceci étant, ça suffisait pas pour avoir l'empathie pour le personnage et donc j'avais été voir une exposition rétrospective à Orsay et qui m'avait vraiment retourné la tête, quoi. Cette espèce de tableau immersif où on comprend rien, il n'y a rien qui marche, la couleur ça va pas, les formes ça va pas, la proportion ça va pas, mais mis bout à bout, tout est merveilleux, quoi. C'est splendide. Une espèce d'alchimie incroyable. Et ça m'avait bluffé. Et puis aussi le fait que c'était un éternel loser. C'est-à-dire que les gens se moquaient de lui. Il a cru tellement à son art qu'il est aujourd'hui devenu un des peintres les plus connus au monde. Mais c'est un espèce de parcours chaotique. Et ça m'a plu parce que le côté sachant, là, quand on fait de la bande dessinée, on est toujours frotté à des sachants. Il y a toujours des gens qui savent ce que c'est bien que la BD, ce qu'il faut faire, ce qu'il commençait. On est toujours, de toute façon, quand on écrit, on se met à nu, donc on prend des coups. L'ego en prend en permanence. Et ce type avait surmonté ça. Ça m'a parlé. Ça m'a vraiment parlé. Et voilà, il y avait un peu de côté revanchard chez Rousseau qui était formidable. Et l'idée de travailler avec Thibault Lambert ça a imposé assez vite. Parce qu'il avait ce dessin qui correspondait au trait. Sans singer Rousseau, il avait cette fragilité. Souvent on dit il dessine comme un enfant quand on voyait Rousseau et tout ça. Non, c'est pas vrai. Rousseau avait un vrai savoir, une vraie compétence. Thibault, il a fait l'école Saint-Luc à Bruxelles, tout ça. Donc voilà. Et ça me plaisait. Voilà, ça me plaisait. Puis bon, c'est un livre qui a connu aussi une belle vie. Donc je suis content pour Rousseau. On fait des spectacles avec. Enfin, c'est super, quoi. Alors, tu esquissé ton parcours, effectivement, de douanier, j'allais dire pas douanier, mais travaillant pour les douanes. Et puis au départ, toi, tu es venu assez tardivement à la BD, en fait. Tu as beaucoup bossé dans le graphisme, dans l'illustration. Oui. En fait, c'est grâce à une boîte d'édition d'Angoulême qui s'appelle Comme une Orange que j'ai pu faire mes premiers pas. Donc, grand big up et grand respect à eux, quoi. Puisque j'avais écrit un livre qui s'appelle Galet. Je l'avais écrit pour mes enfants. Et puis Marie et Eric m'ont dit qu'ils voulaient ils ont accepté de l'éditer. Et en fait, ce livre-là a bien marché. Donc il y a eu 4 éditions, il y a eu une traduction en chinois, etc. Donc ça m'a donné un peu des ailes. Avec la peur du deuxième livre, évidemment. Alors, je suis parti dans complètement autre chose, du coup. Je suis parti dans un truc animalier, voilà. Finalement, j'étais peut-être pas si loin, au final, mais et encore chez eux. Donc, j'ai fait 3 livres chez Comme une Orange.
avant de partir vers d'autres éditeurs, mais ça reste de cœur, et j'exclus pas de continuer le chemin. Ouais, c'est en fait, bon, c'est souvent ce qui se passe pour les différents auteurs. Moi, je suis pas quelqu'un qui a fait les grandes écoles, qui est passé par le fanzina, et après le fanzina, on rencontre un éditeur qui veut bien, et puis on monte. Je suis quelqu'un qui, comme plein de gens, qui dessine, qui raconte des histoires, et puis un jour il y a quelqu'un qui dit ouais c'est cool, moi j'aime bien, je te prends, et puis après on fait comme Rousseau, quoi. On essaie de ranger son ego et puis on avance. Comment tu décides si tu fais dessin et scénario Alors au début, pour mes 3 premiers, on va dire que les mots apportaient des images et les images apportaient des mots. Donc il y avait une espèce de ping-pong permanent dans mes premiers livres, puisque j'étais tout seul et je faisais au rythme que je voulais. En gros, je savais comment je commençais et comment je finissais, ça je les avais. Mais après, il y a vraiment, voilà, il y avait une espèce de... Je sais que le chemin de fer a été fait, il y avait vraiment une interaction entre les deux. Et puis par contre, pour faire un Rousseau, dès qu'il faut passer les 100 pages ou les 120 pages ou même les 160, il faut de l'écriture en amont parce que et puis il faut aussi. Puis alors, quand on fait du scénario, il faut écrire pour l'autre aussi. Et je me suis rendu compte quand on travaille avec des dessinateurs différents que chacun n'a pas les mêmes attentes. Certains attendent le P1 C3, donc page 1 case 3 avec l'angle, etc. Et d'autres pas du tout. D'autres veulent une version dialoguée parce qu'ils veulent faire la mise en scène, ils veulent faire avec Emeline, je dessinais des stories un peu là, comme fait Fabien Groslo, donc très grossièrement. Progressivement, elle m'a dit c'est bon, j'ai compris, j'étais plus obligé de passer par là, je mettais plus que le dialogage. Donc il y a cette espèce de travail qui peut différer, mais enfin là c'est de l'écriture, quand je dessine pas de toute façon, la question se pose pas. Et quand tu dessines, c'est numérique ou tradi ? Alors j'ai fait du tradi, voilà, beaucoup. Alors moi contrairement à d'autres auteurs talentueux, moi j'ai plutôt la tendance à travailler sur l'erreur, hein. C'est-à-dire que je remplis beaucoup. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'aurais pas les mêmes armes que les autres parce que j'avais pas fait les mêmes écoles, parce que j'avais pas le même savoir, parce que il fallait que je trouve à moi mes moyens. Et mes moyens, ça a été d'aller assez vite dans les gestes, de travailler sur plein de bouts de papier différents, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, jusqu'à ce qu'il y ait une erreur qui se passe, qu'il y ait une émotion dans le trait. Donc ça veut dire qu'il y a 95% d'échecs quand je suis à ma table de dessin, beaucoup de frustration, beaucoup de corbeilles qui se remplissent. Et puis il arrive ce moment magique où il se passe quelque chose, on est plus ou moins content que soi. Le lendemain matin, on peut dire l'inverse. Mais en gros, petit à petit, de façon très besogneuse, j'ai réussi à acquérir une façon de faire. Mais en arrivant sur celui de l'effet papillon, 160 pages, Marie, mon éditrice chez Les Ronds dans l'eau, avait aussi des exigences en termes de délai et puis de rendu. Et je me suis compris que ce travail besogneux pourrait pas passer, quoi. Donc j'ai utilisé à ce moment-là la tablette graphique pour dessiner tout ce qui était les formes des personnages. Et après, par contre, je reprenais toutes mes techniques graphiques pour donner l'impression d'être sur le vif. Mais c'est presque... Les outils, c'est les mêmes en fait, donc c'est-à-dire de l'encre de Chine en stylo, des aquarelles, du brun de noix. Le brun de noix, c'est un truc extraordinaire parce que je l'utilise beaucoup parce que ça fait des erreurs. Voilà, on a beau être technicien, tout ce qu'on veut, mais ça fait des tâches quand on n'en veut pas. Et ça, j'adore, ça fait de l'accident. Ceux qui font du carnet, ils l'utilisent beaucoup. Donc c'est comme ça que j'ai utilisé dans l'effet papillon. T'as déjà l'idée du prochain ? Oui. oui, on travaille, on reprend le chemin avec Thibault Lambert et on va faire c'est un livre jeunesse qui aura pour thème la grossophobie. Vaste sujet. Oui, tout à fait. Oui. Bon, en attendant, on redécouvre tous ces livres dont on vient de parler, et notamment l'effet papillon qui est donc sorti chez les éditions des Ronds dans l'eau sur ces territoires zéro chômeur longue durée. Et j'allais dire bien plus, sur des histoires humaines et sur des rencontres, et voilà. C'est le moment, Mathieu Siem, où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt ? Voilà. Allez, on se jette à l'eau. La première BD que tu as lue ? Bon, je serais tenté... ça va être banal mon histoire, hein, mais je vais dire un ricochet. J'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi et notre maman achetait quand on était malade, achetait des livres. Et donc, Ricochet, c'était le livre quand on avait la gastro. Et je lisais ça, je l'ai juste piqué. Et puis voilà, après, il est passé à suivre, ça a été une révolution. Mais bon, les premiers, ça doit être Ricochet, allez. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps ? Oh là là, les questions impossibles. Oh là là.
Allez, je vais dire un Moebius, quoi, parce que c'était la claque esthétique, c'est le truc où on se dit mais ça ne peut se voir ni sur un roman ni à la télé, on peut pas voir ça ailleurs, on peut pas avoir une telle claque, voilà. Alors je sais pas, donc s'il doit dire un Moebius, je dirais, il y en avait une sur Venise là qui était magnifique. Allez, on va dire celle-là. Quelle est selon toi la plus belle case de bande dessinée? Je serais tenté de dire que un Art Spiegelman, par exemple, dans Maus, la simplicité et la puissance d'un trait, c'est peut-être ça qui, quand on les voit dans leur tenue, là, c'est fort, quoi. Oui, je dirais ça. J'ai pas une case en particulier, mais je me souviens que ce découpage qui était très moderne à l'époque, c'est-à-dire que oui, la simplicité me parle souvent plus que des espèces de cases où c'est le personnage déborde avec une grosse épée et puis voilà, on dirait ça. Allez, Art Spiegelman. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes, mais tu as honte de l'avouer? J'aurais dû travailler. C'est Bob et Bobette. Voilà, c'était ma première BD dédicacée, 1982, Angoulême. Quel est ton personnage de BD préféré? Allez, un Jean-Claude Tergal, hein. Un tronché. Parce que pareil, hein, c'est un peu comme Rousseau, c'est le magic loser, quoi. On a envie de l'aimer, on l'aime parce qu'il est comme ça. Ton super-héros préféré? Flashman, bien sûr. Et ton super-héros détesté? Kingfish. Tu dessines dans le calme ou en musique? Ah, les deux, mon capitaine. Et chaque livre a son ambiance en plus, je serais tenté de dire. Donc voilà, beaucoup de jazz. Couleur ou noir et blanc? Les deux. Par exemple, sur l'effet papillon, je commence par du noir et je finis avec pleine couleur. L'idée étant de montrer qu'il y a une évolution dans le livre, des sentiments, des émotions. Donc, allez, les deux. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Lisez du Connet, lisez du Flao. C'est bien résumé. Voilà. Merci beaucoup Mathieu Siam d'avoir joué le jeu. Et donc j'invite nos auditrices, nos auditeurs à découvrir cet effet papillon aux éditions d'Errant dans l'eau. Et puis pourquoi pas se replonger dans le douanier Rousseau, dans l'histoire de Maud Lewis notamment. Allez, merci. Merci beaucoup Mathieu. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.